Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau cours de géographie, donc qui concerne toujours l'étude des espaces qu'on a au niveau du monde entier, au niveau de la planète Terre, mais surtout l'espace qui est soumis à notre étude donc, depuis pratiquement un certain nombre de cours, à savoir l'Asie-Pacifique. Donc nous avons vu les facteurs d'émergence et les limites donc, de l'Asie-Pacifique. Nous avons vu aussi sur quoi reposait l'économie du Japon, sur pourquoi le Japon est la deuxième puissance mondiale sur le plan économique. Cette fois-ci, nous allons prendre un autre exemple de pays, donc on dit pays émergents, qui fait partie des nouveaux pays industrialisés, des nouveaux pays émergents, et qui, de surcroît, si on se limite seulement donc, à son poids économique, on peut le considérer comme étant un pays développé. Mais si on prend en compte les autres éléments, donc surtout sur le plan de la démographie, sur le plan donc, de l'IDH, on verra que c'est un pays qui est un pays sous-développé, parce que tout simplement, il y a des efforts qui restent à faire sur un certain nombre de points, sur le plan sanitaire, sur le plan social. Et ce pays-là, c'est la Chine. La Chine, donc, comme je l'ai dit, si on se fie uniquement donc, là, à son poids économique, on peut le considérer comme un pays développé. Si on devait même se limiter avant 1994, quand les Nations Unies ont mis en place les autres critères de mesure, mais si on se limitait seulement à son PIB, à son PNB, on va classer la Chine parmi les pays développés. Mais cette fois-ci, donc là, on va aller beaucoup plus loin. On va beaucoup plus parler des autres critères, surtout les critères sociodémographiques, et qui, malheureusement pour elles, sont des critères qui la classent au niveau des pays sous-développés. Donc là, d'abord, ce qu'il faudrait d'emblée dire, parce que ce qui va concerner cette leçon aujourd'hui, ça sera uniquement les questions démographiques. Peut-être que dans les autres leçons, on va voir les questions économiques, mais la leçon d'aujourd'hui, donc là, c'est la Chine, donc les problèmes démographiques. Et pourquoi on parle de problèmes démographiques? Parce que tout simplement, la Chine à elle seule regroupe 25% de la population mondiale. La Chine à elle seule. Et presque plus de 1 million donc, de kilomètres carrés de superficie, étant le troisième espace en termes de superficie. Et c'est un pays uniquement, parce que là, cette superficie qui part de 1 million, plus de 2 millions de kilomètres carrés, ça concernait les continents. Mais là, la Chine, donc là, c'est un seul pays qui a plus de 2 millions de kilomètres carrés, mais qui a presque 2 milliards d'habitants. Donc, imaginez-vous en termes de densité, qu'est-ce que cela va donner en termes de densité? Mais malheureusement, nous allons voir dans la leçon que la Chine a une densité qui est inégalement répartie, une population qui est inégalement répartie, des zones de forte densité et des zones de faible densité. Mais cela est dû aussi à des critères économiques, cela est dû à des critères sociaux. Mais c'est un pays aussi où on va retrouver beaucoup d'ethnies, une ethnie principale même. Mais à côté de cette ethnie principale, il y aura des minorités qui ont été là depuis pratiquement le 6e, le 7e siècle et qui ont toujours cohabité avec la majorité composée des Han, la dynastie des Han. Donc, mais ce qu'on peut retenir déjà, c'est que la Chine, c'est un pays qui a terminé sa transition démographique déjà. Donc c'est un pays, malgré sa forte population, elle a terminé sa transition démographique. Mais cette transition a suivi plusieurs processus. On a connu une époque de forte croissance démographique parce qu'il le fallait pour la Chine. Mais on a connu une époque où la croissance démographique a chuté grâce à des politiques qui ont été mises en place, des politiques antinatalistes qui ont été mises en place. Et comme je l'ai dit, à part ces politiques-là, la Chine aussi, il y a la Chine de l'Est qui est peuplée et la Chine de l'Ouest qui n'est pas du tout peuplée. Donc c'est tous ces éléments réunis-là que nous allons essayer de voir dans cette leçon aujourd'hui. Et nous allons terminer par la dernière partie, à savoir donc là, la question des minorités en Chine, comment ces minorités-là sont traitées en Chine, eu égard donc là aux autres ethnies qu'on a dans ce pays-là. Maintenant, venons-en à la première partie, là où on parle ici de
d'une croissance et des politiques démographiques. C'est-à-dire, ici, il y a deux aspects à voir. On a l'aspect de croissance, c'est-à-dire la croissance démographique, l'augmentation de la population et les politiques démographiques qui ont été mises en place pour un peu jouer sur cette croissance démographique-là. Et le premier élément que nous allons voir ici, c'est lorsque les Chinois ont mis en place ce qu'on peut appeler ici la thèse optimiste. Pourquoi la thèse optimiste? C'est que à partir de 1949 jusqu'aux années 90, la Chine a connu des hésitations, voire même une absence totale de politique démographique. Parce que si on prend l'après-deuxième guerre mondiale, quand les communistes de Mao Zedong ont pris le dessus sur les capitalistes, parce que tout le monde sait que les capitalistes, des fois, ils jouent sur la démographie. Ils mettent en place des politiques pour limiter la démographie, parce que eux, au début, les capitalistes, ce qu'ils préconisent de nos jours, à savoir la capture de la dividende démographique, ce n'était pas le cas à cette époque-là. À cette époque, eux, ils se souciaient peu. Donc là, du transfert des capitaux issus de l'économie vers la population. Mais à ce moment-là, quand Mao a pris le pouvoir, les communistes ont pris le pouvoir, ils sont partis d'un postulat, ils sont partis donc là d'une thèse, à savoir que plus on est nombreux, mieux l'ouvrage se fait. Ça, c'était la célèbre phrase que Mao répétait à chaque instant. Pourquoi il tenait bien à répéter cette phrase-là? C'était qu'on était à une période de reconstruction économique. Les communistes, donc tout le monde sait qu'il y avait la mise en place, avec le grand bond en avant, la mise en place de coopératives agricoles, la redistribution des terres aux populations. Donc ces terres-là, ces nombreuses terres aux populations, quand ils vont les redistribuer, pour exploiter ces terres, il faut qu'il y ait des bras, il faut qu'il y ait la main-d'œuvre. Donc, c'est pourquoi eux, durant cette première période de l'accession au pouvoir des communistes, il n'y avait pas de politique nataliste qui ont été mise en place. Au contraire, ils encourageaient les gens à faire des enfants. Ils les encourageaient à faire des enfants afin de bénéficier d'avoir beaucoup plus de main-d'œuvre. Donc, et à ce moment-là, pendant la plus grande période donc de Mao, on peut dire que ici la limitation des naissances était vue comme un instrument des pays capitalistes, comme j'ai dit tantôt. Les pays capitalistes, ils mettaient en place donc des politiques natalistes pour au moins dominer le tiers-monde. Parce que tout simplement, ils savaient que quand on contraint les pays du tiers-monde à appliquer des politiques natalistes, à ne pas faire d'enfants, ils pouvaient ne pas compter sur le marché des pays du tiers-monde. Donc, parce qu'ils savaient que certains pays du tiers-monde, mais lorsque la population augmentait, c'était un marché potentiel pour eux, pour écouler leur production. On l'a vu avec le Japon, par exemple. Donc là, Mao va essayer de pouvoir se passer des différentes politiques natalistes qui ont été mises en place par le régime précédent, à savoir les nationalistes de Chiang Kai-shek. Et c'est à partir de maintenant qu'il va encourager donc là, les naissances, et il va même aller plus loin. Il va essayer d'interrompre, pas essayer même, il va même interrompre toutes les campagnes de limitation des naissances par des politiques qui vont encourager donc là, les naissances. Donc, ça va être deux programmes différents qu'il va mettre en place. Donc, et comme pendant le bond en avant, ou bien la politique, donc la politique de la grande révolution culturelle prolétarienne, à ce moment-là, donc on va noter que la population va augmenter très rapidement et même va aller jusqu'à plus de 30 pour 1000 comme taux d'accroissement naturel. Donc, comme taux de natalité, autant pour moi, comme taux de
natalité. Donc, comme pour vous dire qu'à partir du grand bond en avant, à partir de la grande révolution culturelle et prolétarienne, la population de la Chine va croître de façon très rapide. Et là aussi, ce qu'il y a à aller de voir, c'est qu'avec la révolution prolétarienne de Mao, surtout le nombre de jeunes va augmenter. Parce que non seulement l'âge du premier mariage va être revu à la baisse jusqu'à pratiquement 16-18 ans, ce qui va, dans les campagnes comme dans les villes, ce qui va encourager les gens à se marier très tôt et à faire des enfants. Donc là, c'était d'abord cette première partie qui concerne le triomphe de la thèse optimiste où pour eux, pour les communistes, plus ils étaient nombreux, plus le développement économique devait se faire. Parce que non seulement il y aurait beaucoup plus de bras pour travailler la terre, parce que d'après le grand bond en avant, il y avait une politique d'intensification de l'agriculture en Chine. Et pour intensifier l'agriculture en Chine, il leur fallait avoir beaucoup de bras, il leur fallait avoir beaucoup de main-d'œuvre afin d'intensifier l'agriculture. Mais malheureusement, ce qui va se passer, plus la population augmente aussi, plus les problèmes vont survenir. Parce qu'il y aura des problèmes d'accès à l'éducation, parce que les écoles ne seront pas nombreuses. Il y aura des problèmes d'accès au logement, des problèmes de santé. Donc, ce qui va même pousser les gens qui ont remplacé Mao, les Deng Xiaoping, à partir de 1979, ce qui va les pousser à recommencer les politiques antinatalistes. Et c'est à partir de 1979 qu'ils vont mettre en place une nouvelle politique pour limiter les naissances. Parce que tout simplement, on commençait à avoir énormément de problèmes en Chine, surtout sur le plan démographique, comme je l'ai dit, sur le plan de l'IDH, non seulement pour l'espérance de vie, pour le taux d'alphabétisation qui ne sera pas du tout élevé du tout, mais aussi par rapport au PIB par habitant, parce que l'économie ne suivait plus. Et si l'économie ne suit plus, mais le niveau de revenus des populations ne va pas suivre. Et quand le niveau de revenus des populations ne va pas suivre, qu'est-ce qu'on va noter ici? On va noter pratiquement non seulement la baisse du pouvoir d'achat, mais on va noter la pauvreté qui va augmenter de plus en plus, surtout au niveau des campagnes. Voilà pourquoi, à partir de 1979, quand ceux qui ont remplacé Mao, quand Deng Xiaoping va venir au pouvoir, il va mettre en place une nouvelle politique, ce qu'on appelle la politique de l'enfant unique. Donc c'est ce que nous allons voir dans la seconde partie ici, à savoir la politique de l'enfant unique. Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au